Une virée magnifique en Amérique, 15 jours et 3000 km à moto, coup de cœur pour le Yamaha American Travel. Une carte routière, au fait, c'est fait comment? L'enquête de Turbo. Monospace, deux nouveaux venus, le Charan et le Galaxy. Sprint mécanique, la Barra portugaise. En fin d'émission, Philippe Starck, portrait de l'homme à la moto. Bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus aujourd'hui dans les décors de la légende du western dans l'Ouest américain. Alors, vous rêvez de faire un merveilleux voyage qui vous laissera ensuite des souvenirs pendant toute votre vie. Vous avez comme moi la passion des belles randonnées à moto. Parfait, nous sommes raccords. Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, pour commencer Turbo, eh bien, je vous propose de me suivre sur quelques-unes des étapes de l'YAT, autrement dit, le Yamaha American Travel, sur les routes du Nevada, de l'Arizona et de l'Utah, à commencer par cette première étape fabuleuse, dans les décors, là aussi, de tous les grands westerns, Monument Valley. Desert Only, le désert et rien que le désert. Qui a mis les pieds ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie dans les sables des déserts d'Algérie, de Tunisie ou d'Égypte, connaît dès lors les vertus de ces immensités propices au repos des neurones et à l'oubli de tous les emmerdements. C'est vrai aussi que partir à la conquête de l'Amérique sur 4 roues, c'est la formule la plus facile, la plus classique. Mais ce n'est certainement pas la plus sympa, puisqu'en dehors de l'exotisme des automobiles américaines, elle vous astreint aux mêmes contraintes que la circulation en Europe, les stationnements, l'impossibilité d'aller voir ailleurs que sur le bitume et les embouteillages monstrueux des grandes villes. C'est donc pour ça que Jean-Claude Olivier, président de Yamaha Motor France, et Éric Perronard, PDG de Yamaha American Travel, proposent une autre formule, autrement plus originale, puisqu'elle supprime les tracas de la location et les soucis de l'organisation, l'Amérique à moto. Des territoires déserts, c'est génial. De 7 à 14 jours, tous au départ de Las Vegas, les voyages se font sur des Yamaha, des TDM 850. La machine est souple, hyper confortable, et pour faire en moyenne 300 km par jour, c'est carrément indispensable. Dans ces conditions, la pratique de la moto devient un bonheur total, même si ces 18 ans sont un petit peu plus loin que ceux des autres. Bien sûr, sous ces températures extrêmes, supportables malgré tout parce que très sèches, personne n'est à l'abri d'un coup de pompe. Là encore, tout est prévu avec la présence rassurante de celle que l'on appelle communément la voiture balai. Et le fait d'être astreint à des limitations, à des règles très strictes ici de circulation, ça ne vous donne pas envie de tout envoyer balader puis d'appuyer sur l'accélérateur? C'est une autre façon d'appréhender le problème. On est là pour voir du pays, c'est vrai, mais on est là aussi en vacances. Les limitations aux États-Unis sont, c'est vrai, très strictes, mais très facilement supportables. Aucun problème. Si on a envie de faire de la moto, on fait de la moto. Et si on a envie de faire du tourisme, on peut aussi s'arrêter. Et ce qui est bien, c'est que le soir, on a le tout en concentré. La plupart des patelins où on s'est arrêté, c'est l'Amérique en concentré finalement. Une Amérique authentique, loin des grandes villes, l'Amérique des pionniers, l'Amérique de la conquête de l'Ouest, où l'on croise des chevaux, des motos japonaises et aussi beaucoup de Harley. Un vrai concentré, made in America, qui est pour certains aussi un premier voyage. Ouais, c'est la première fois que je traverse l'Atlantique. Ouais. C'est vraiment un grand voyage et puis je regrette rien du tout. Autant le climat, les paysages, c'est notre dimension, quoi.
Bien sûr, quelquefois, la France nous manque, mais malgré tout, oubliez les brumes de Dunkerque pour ces décors de l'Utah. Un voyage aux dimensions extrêmes, comme elles s'expriment à Bryce Canyon, ou sur le chemin du retour, direction le Nevada vers Las Vegas, sur l'asphalte rouge de la traversée de l'époustouflant Zion Park. Vous verrez, tout comme moi, vous serez conquis par cette conquête, cette découverte de l'Ouest américain à moto. À propos, quand vous viendrez apporter votre casque, c'est vrai qu'il n'est pas obligatoire dans tous les États, mais à mon avis, ce n'est pas la loi la plus intelligente qu'ait votée l'administration américaine. Pour finir, et pour nous reposer de ces 3000 km à travers les États de l'Ouest des États-Unis, eh bien, je vous propose une partie de scooter nautique. Ça aussi, c'est le fun in West America. Justement, après 3000 km à rythme raisonnable, c'est baston quand on est sur un scoot de presque 100 chevaux. Les souvenirs, les images, les émotions, les sensations, tout se mélange dans la tête. Alors, retour au calme, à la sérénité pour rêver encore plus fort à ces 15 jours magiques dans l'Ouest américain. Magellan, Vasco de Gama, Christophe Colomb, vous le savez, furent tous de très grands découvreurs. Mais ces hommes de génie fonctionnaient aussi beaucoup à l'intuition quand ils étaient en quête de nouveaux pays à travers le monde. Aussi, que ce soit sur terre ou sur mer, dès que les explorations maritimes et terrestres, que ce soit à cheval ou en carrosse, se multipliaient, on a cherché immédiatement à développer les moyens de se diriger et surtout pour se retrouver. C'est ainsi, en fait, tout simplement, que sont nées les cartes routières. Aujourd'hui, avec les satellites et les techniques modernes, comment sont fabriquées ces cartes routières? C'est ce que nous avons voulu savoir dans Turbo et surtout découvrir comment elles seront faites demain avec des innovations technologiques telles que les CD-ROM. Ça y est, c'est l'été et bon nombre d'entre vous vont certainement prendre la route des vacances. Et si vous partez en voiture, c'est certainement à l'aide d'une carte comme celle-ci que vous allez préparer votre itinéraire. Détaillée ou pas, la carte routière est donc devenue un outil indispensable à l'automobiliste. Mais vous êtes-vous une seule fois demandé au moment du départ ce que cachait ce banal morceau de papier ? C'est l'automobile qui créera le besoin d'un réseau signalisé et répertorié. En 1912, sous l'impulsion de Michelin, une pétition réclame donc le numérotage des routes. C'est l'origine des fameuses bornes Michelin que l'on trouve encore dans nos campagnes et surtout le départ d'une cartographie cohérente du réseau routier national. Bien évidemment, si la topographie n'a pas changé depuis le début du siècle, l'infrastructure routière, elle, a beaucoup évolué. Et les cartes doivent être renouvelées d'année en année. Un travail de fourmi qui n'a d'ailleurs pas fondamentalement changé. Pour l'instant, nous n'utilisons pas l'imagerie satellitaire, tout simplement parce que, pour deux raisons. La première, c'est la résolution, c'est-à-dire le plus petit détail que l'on peut identifier sur des images satellites du commerce, bien évidemment, qui, avec le satellite français Spot, offre une résolution de 10 mètres. Ça n'est pas suffisant pour être capable d'identifier le type de revêtement qu'il y a sur la route, la largeur de la chaussée, donc les paramètres de circulation sur cette route. Le deuxième aspect, en ce qui concerne la cartographie routière, il est souhaitable que lorsque vous achetez la carte, elle soit aussi à jour que possible. Donc il y a un phénomène d'anticipation qui est assuré par les cartographes, de plusieurs mois, alors que les images satellites ou les photos aériennes se contentent d'enregistrer l'existant. Donc un projet ou quelque chose en travaux apparaîtra de façon insuffisante pour être cartographié correctement.
Cette anticipation des tracés routiers, elle se fait grâce à de nombreux documents. Plans fournis par les services de l'équipement, les collectivités locales ou bien informations relevées au journal officiel. Une documentation complétée par des relevés sur le terrain, fait par un cartographe au volant d'un véhicule spécialement équipé. Kilomètre 5-8 arrive à bifurcation. À gauche, direction Moisson, tout droit, Lavacourt. Et base de loisirs, Moisson-Mousson. Je vais donc continuer tout droit. Au kilomètre 7-8, à droite, entrée de la base de loisirs de Moisson-Mousson. Kilomètre 10-02, la route. Les informations recueillies sont ensuite traitées de deux façons, soit traditionnellement, c'est-à-dire en reportant toutes les modifications sur un calque avec comme base l'édition précédente de la carte, soit, et c'est une nouveauté, par cartographie informatisée. Dans ce cas, chaque point de la route est rentré dans l'ordinateur sous forme de coordonnées GPS, avec une résolution d'environ 10 mètres. Après le minutieux travail de gravure, les films qui correspondent à chaque couleur sont envoyés à l'imprimerie pour la fabrication finale des cartes. Pour vous donner une idée de l'importance des cartes routières dans notre vie, sachez que Michelin produit à lui seul chaque année 13 millions de cartes sur un papier spécial qui doit résister au pliage répété et avec une encre particulière devant supporter les agressions des ultraviolets. Mais aussi indispensable soit-elle, la carte routière n'a cependant plus le monopole du guidage. Depuis quelques années, des services Minitel calculent votre itinéraire, ce qui d'ailleurs n'est pas vraiment une nouveauté puisque Michelin proposait déjà ce service par courrier au début du siècle. « 3615 Michelin et 3617 Michelin. Les deux services proposent le calcul d'itinéraire routier entre deux localités situées n'importe où en Europe. Connectons-nous sur le 3615 Michelin et faisons l'itinéraire Chaours-Pompadour. À la date du 1er juillet 1995, on n'a plus qu'à choisir le type de l'itinéraire conseillé, soit conseillé par Michelin, soit avec ou sans autoroute, en fait en évitant les péages, soit le plus rapide et le plus court. On prendra le conseillé par Michelin et on arrive sur une synthèse qui vous indique la durée de votre déplacement en partant de Chaours et en arrivant à Arnac-Pompadour, donc 6h07, un kilométrage total de 455 km. Et pour avoir le détail de votre itinéraire, il suffit de faire suite et on a ainsi, détail après détail, tout le déroulement de l'ensemble de l'itinéraire. Ce service qui en plus inclut l'équivalent du fameux guide rouge, c'est-à-dire avec des points d'intérêt, des hôtels et des restaurants sélectionnés, nous pourrons bientôt l'avoir directement dans nos véhicules. Philips, Bosch, Siemens, Sony et Valeo travaillent en effet sur des systèmes de guidage qui seront normalement opérationnels en fin d'année. Schématiquement, ces systèmes font appel à un GPS qui fournit en temps réel la localisation de la voiture par positionnement satellite et à une banque de données sous la forme d'un CD-ROM. En fait, une cartographie informatisée complexe qui contient les données géométriques des routes, les directions, les noms, les restrictions de circulation, etc. etc. En gros, c'est la carte routière de l'avenir, ultra complète, puisqu'un seul CD peut contenir l'équivalent de l'Europe entière. Que ce soit pour du guidage pur comme c'est le cas chez BMW avec Carine ou chez Renault avec Carminat, ou de la simple localisation sur le projet Sony Michelin que nous voyons ici, la force de ces systèmes, outre le programme de gestion, ce sera donc cette base de données. Un marché d'avenir où EGT, une entreprise européenne partenaire de l'IGN et de Philips, a pris une petite longueur d'avance. Notre société EGT travaille depuis plus de 5 ans à la réalisation d'une base de données européenne. Donc, il y a eu des prototypes au début, et puis maintenant, nous allons vers une couverture totale de l'Europe pour les années à venir. Pour l'instant, nous avons toutes les grosses villes françaises, les villes millionnaires, c'est-à-dire Lille, Lyon, Marseille et Paris, bien entendu, qui est la plus grosse base de données à la date. Mais également, nous avons tout ce qui est l'aspect rural du partie est de la France, qui est disponible également. Donc, et à terme, il y a d'autres villes
nous voulons couvrir toutes les villes de plus de 100 000 habitants d'ici un an. De son côté, Michelin, avec Sony et l'américain ETAC, n'est pas loin derrière et son approche moins onéreuse du guidage devrait nous offrir une belle bagarre. Résultat de cette course d'orientation l'année prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas d'acheter une carte à jour. Top départ pour la première vague des vacances, aussi pour qu'elle soit bonne du début à la fin et sur la route en particulier. Nos confrères de l'Autojournal vous rappellent 10 conseils essentiels qui peuvent vous sauver la vie. Surgonflez vos pneus, à froid bien sûr, en ajoutant 300 grammes à la pression idéale recommandée par le constructeur. S'il est encore temps, vérifiez et changez vos plaquettes de frein. Un coup d'œil également aux amortisseurs, surtout si vous allez beaucoup charger votre voiture. Veillez encore à bien équilibrer le chargement et contrôler l'éclairage. Une fois en route, n'oubliez pas les ceintures de sécurité, sachant qu'en cas de choc frontal par exemple, à 50 km/h, un enfant de 25 kg qui n'est pas attaché pèse 1 tonne. Ceinture également sur l'alcool au volant avec 0,7 g par litre de sang, le risque de provoquer un accident mortel est multiplié par 5. Une pause détente tous les 200 km et n'hésitez pas non plus à céder le volant si vous vous sentez fatigué, même si vous estimez que dans la voiture, il n'y a que vous qui conduisiez comme un dieu. Enfin, règle élémentaire de prudence et de courtoisie, gardez vos distances et ne vous incrustez pas systématiquement devant une voiture qui se maintient, elle, sagement à distance de celle qui la précède. À Bison Futé, les journalistes d'AutoPlus ont ajouté leur nez futé, répertoriant dans toute la France 100 stations-service, toutes situées à moins de 2 km des sorties d'autoroute et où vous devriez trouver du carburant moins cher qu'aux pompes des autoroutes. À propos de pompes, il est pratiquement sûr que le seuil maximum d'alcoolémie au volant sera abaissé à 0,5 g par litre de sang avant la fin de l'été. On aurait préféré une application plus rapide après la décision adoptée mercredi en Conseil des ministres, mais les lenteurs de l'administration et le réglage des appareils en retarderont la mise en route. Désormais, un automobiliste pris avec un taux d'alcoolémie compris entre 0,5 g et 0,8 g par litre de sang se verra retirer 4 points et risquera une amende maxi de 5 000 francs. D'après les médecins, 2 à 2 verres et demi de vin suffirait pour être à 0,5 g. Être arrêté au volant avec un taux au-delà de 0,7 g constituera un délit puni par un retrait de 6 points, une suspension ou une annulation du permis de conduire allant jusqu'à une durée de 3 ans et une peine de prison pouvant atteindre 2 années fermes. La prime Balladur est partie à la casse vendredi. Elle aura vécu au total 16 mois, fait vendre, grâce à ses 5 000 francs et à ce qu'ont rajouté les constructeurs, à peu près 650 000 voitures, dont une forte majorité de françaises. Maintenant, pour que le marché ne redégringole pas de façon catastrophique comme il y a 2 ans, il va falloir trouver une autre astuce commerciale et populaire. Twingo en tête, avec près de 50 000 immatriculations en 5 mois, la petite Renault est la voiture à essence la plus vendue en France. Sport, Ronde-Sévenol, la semaine dernière, 4e manche du championnat de France des rallyes. Au finish, un même tiercé qu'il y a 3 semaines en Alsace. Patrick Bernardini sur son escort Cosworth s'impose pour la 3e fois cette saison. Et comme en Alsace, Bugalski sur Clio Maxi et Doenlen sur Peugeot Maxi terminent 2 et 3 sur le podium. Grand Prix de Hollande samedi dernier à Assen. Une envolée dès le départ de Mad Max Biaggi en 250. Ruggia termine 4e. Bale, malheureux, rate comme l'an dernier la 3e place d'un rien. Une chute qui, en tout cas, ne devrait pas compromettre sa participation dimanche prochain au Grand Prix de France au Mans, retransmis bien sûr sur M6. En 500, en l'absence de Beatty, clavicule brisée lors des essais, mais qui devrait lui aussi être d'attaque dimanche prochain au Mans. Douane l'emporte au terme d'une bagarre très chaude avec les Espagnols Puig et Crévillier. Magnifique le Z3, la riposte BMW au décapotable d'Alfa, Fiat, MG et autres Mercedes SLK. Un roadster fabriqué aux États-Unis qui sera importé et vendu en Europe et qu'on vous présentera fin novembre dans Turbo. Des nouveautés à l'appel à la rentrée et dévoilées ces 15 derniers jours dans la presse spécialisée, le coupé Mercedes Classe E et les nouvelles Fiat dans AutoPlus, le monospace Opel dans l'Automobile Magazine et dans l'équipe et l'Autojournal, la future Renault Mégane. Et puis surprise maintenant, tous à vos Minitel, 3615 code M6, 20 billets à gagner pour le Grand Prix de France moto la semaine prochaine au Mans. Ce sont des jumeaux et leurs parents sont fiers de vous annoncer leur naissance qui s'est passée sans problème. Ils se prénomment Charan et Galaxy. Ils sont nés dans une maternité ultra moderne à Setúbal au Portugal.
Ils ont surtout été conçus d'un commun accord dans un pur souci de rentabilité et d'économie. Mon Dieu, mais c'est immoral. Non, non, ce n'est pas la peine d'alerter pour autant les ligues de protection sociale. Il s'agit tout simplement des deux nouveaux monospaces signés Ford et Volkswagen. Ford Galaxy, Volkswagen Charan, deux appellations et deux marques différentes, mais une seule et même voiture. Un monospace qui arrive sur le marché avec l'ambition de devenir le numéro 1. C'est Volkswagen qui a été chargé de concevoir la voiture et comme d'habitude, le constructeur allemand a fait les choses avec sérieux et n'a pas ménagé ses efforts. À l'arrivée, le Charan et le Galaxy sont de véritables frères jumeaux, avec juste de toutes petites différences esthétiques au niveau de la calandre, des feux arrière et des jantes. Pour le reste, tout est identique. Ce gros monospace affiche des dimensions imposantes, 1,81 m de large et 4,62 m de long, beaucoup plus qu'un Renault Espace ou qu'un Peugeot 806. C'est d'ailleurs la première chose qui surprend avec ce nouveau modèle. On est certes encore assez loin d'un minibus, mais tout de même, sur la balance, notre voiture d'essai accuse un poids de 1865 kg. Autant dire qu'en charge, on dépasse facilement les 2 tonnes. Par chance, ces caractéristiques généreuses permettent de disposer d'un habitacle tout à fait accueillant. On se retrouve dans une ambiance très Volkswagen, avec une belle qualité de fabrication et un équipement de série relativement complet. Bien sûr, on bénéficie du traditionnel sens pratique commun à tous les monospaces modernes. En plus, les sièges arrière sont réglables en longueur et les petites tablettes sont très pratiques. En revanche, il est très difficile de faire pivoter le siège conducteur, coincé entre le volant et le pilier central. Il faut forcer un peu, au risque d'abîmer l'ensemble. Heureusement, les autres opérations se font sans grand problème et l'habitabilité est remarquable. Même motif, même punition pour le Ford Galaxy. On remarque juste un volant et une sellerie spécifique, mais tout le reste est identique. Rien de plus, rien de moins. Sous le capot également, les similitudes entre les deux modèles sont troublantes. Le 6 cylindres 2,8 litres de 174 chevaux d'origine Volkswagen se retrouve à la fois sur le Charan et sur le Galaxy, tout comme le 1,9 litre TDI de 90 chevaux. Seuls les 4 cylindres essence sont différents, chaque marque a gardé son propre 2 litres. À bord, la première chose qui choque, c'est bien sûr la position de conduite façon transport en commun, avec un volant trop incliné. Ajoutez à cela le volume et le poids de l'auto, et on ne peut pas dire que l'agilité soit le principal atout du Galaxy et du Charan. Heureusement, le confort général est au-dessus de la moyenne, avec en particulier un excellent silence de fonctionnement. Toujours au chapitre des qualités, signalons la très bonne tenue de route, grâce à une conception particulièrement rigoureuse des trains roulants. Seul le poids, encore lui, peut poser problème dans certains cas. Un poids qui pose aussi des problèmes au moteur. Sans forcer, on consomme plus de 20 litres avec les modèles 6 cylindres et les 4 cylindres essence sont à la peine et manquent singulièrement de punch. Reste à savoir ce que donnera le Turbo D. Pour cela, il faudra attendre janvier, mais ces 90 chevaux auront sans doute beaucoup de boulot. En conclusion, Charan et Galaxy sont des monospaces réussis grâce surtout à leur confort ou leur espace intérieur. Mais à l'évidence, ils ne bouleversent pas la hiérarchie et pour s'imposer, ils devront serrer les prix. Ces derniers ne sont pas encore connus, mais espérons que dans ce domaine, Ford et Volkswagen nous réservent une bonne surprise. Le succès de leur monospace en dépend. C'est spectaculaire et surtout c'est rapide, très rapide. La preuve, les ravitaillements se font comme en Formule 1, mais ce n'est pas pour autant une course en circuit. Plus d'une centaine de voitures, près de 200 motos au départ. C'est une épreuve de la Coupe du Monde des rallye raids. En regardant maintenant le reportage dans Turbo, vous saurez tout sur un sprint infernal, la Barra portugaise. C'est à 2 pas d'Estoril que se déroulait le week-end dernier la 8e Barra portugaise, 4e manche de la Coupe du Monde des rallye raids. Et ici, comme sur l'ensemble de la saison, c'est Citroën qui est à l'honneur, surtout que depuis l'Atlas, Vatanen et l'Artigue se tirent la bourre
Comprenez qu'en l'absence d'un quelconque concurrent sérieux et histoire d'animer un peu les débats, c'est au sein même de l'écurie française qu'il faut chercher l'ombre d'une rivalité. Moi, je fais ma course sans problème. Harry fait la sienne, moi je fais la mienne. Mais on court pour Citroën, donc on essaye de ramener les deux voitures bien placées. J'aime bien cette espèce d'épreuve quand il y a une seule spéciale très longue, mais comme un vrai spécial qui facilite les vraies conduites de championnat du monde. Oui. Voilà, la définition d'une bara, vous venez de la voir. Une seule spéciale de 650 km courue en une journée et précédée tout de même d'un prologue. Celui-ci fut remporté par Vatanen, 10 secondes devant l'Artigue. L'occasion aussi pour nous de découvrir d'autres concurrents plus inhabituels. Ils étaient tout de même 104 à prendre le départ en auto. Disons que c'est pas mon premier engagement en auto sur ce type d'épreuve, oui, mais bon, je dispute tout le championnat de France de rallye sur terre, donc j'ai fait à peine que 2 épreuves à mon actif, donc j'ai très peu de roulage. Et comme en France, il y a très peu d'épreuves où on puisse s'entraîner, donc j'ai décidé de venir m'engager ici à la Baja, puisque bon, je connais très bien le terrain, puisque bon, j'y ai participé quelques fois en moto, j'y ai même gagné. Donc c'est pas très cassant, c'est de belles pistes, et je pense que c'est un très bon terrain pour apprendre. Retenez aussi la présence de Jean-Paul Vincendo et sa Twingo qui fait habituellement le spectacle sur le trophée Andros, et puis surtout l'armada des Nissan, Esperto, Vambert ou de la Vergne, show garanti. À moto, pas de vedette, ou plutôt si, mais pas dans le sens habituel du terme. Seul Français Alain Pérez sur Kawasaki et Christophe Borsotto avaient fait le déplacement. En tout cas, le samedi, c'est parti. Vatanen, au volant de sa ZX raccourcie, vous l'aurez remarqué, saura prendre l'avantage sur Pierre Lartigue, qui lui mènera les 2 tiers de la course. Une curiosité à signaler tout de même, les ravitaillements, ils rappellent ceux de la Formule 1, mais ici, c'est en 50 secondes qu'on fait le plein, on change les 4 roues et on lave le pare-brise. L'Artigue, lui, sera, nous le disions, moins chanceux. Il perdra 10 minutes dans un gué et cassera l'avant de sa voiture malgré l'attaque. Il finira second à 2 minutes et puis derrière, c'est le spectacle à tous les niveaux. À retenir la belle 3e place de Philippe Vanberg, mais à 1h42 des premiers, le fossé est plus qu'impressionnant. Pourtant, le Nissan est équipé du moteur de la Skyline. Quoi qu'il en soit, 750 km de spécial, ça laisse des traces. À moto, c'est Miguel Fararota qui l'emporte. Les locaux ont ici clairement l'avantage du terrain. Voilà donc pour le plaisir, on se repasse les 2 plus belles images de cette épreuve, en rappelant le prochain rendez-vous de la Coupe du Monde, la bara italienne, la semaine prochaine. On le cherche à New York, en fait il est à Rome, un jour à Tokyo, le lendemain à Madrid. Philippe Starck, l'enfant prodige du design, est aussi un motard passionné. Après un scout pour Aprilia, le Lama, il vient de dessiner et de concevoir toujours pour Aprilia une moto, baptisée tout simplement la Moto 6.5. On l'essaiera la semaine prochaine en turbo. En attendant, voici l'un des designers les plus starisés de ces dernières années, Monsieur Philippe Starck. Il est étonnant qu'un constructeur confie la ligne d'un de ses modèles à un designer extérieur à la marque. Aprilia a tenté cette approche avec Philippe Starck. C'est assez rare pour être signalé, d'autant que la moto arrive sur le marché français ce mois-ci. Son look original sera-t-il un argument de vente définitif? C'est à voir, en tout cas pour son créateur. Ce travail était l'occasion d'exprimer l'intérêt qu'il porte à la moto depuis longtemps déjà. Il faut qu'il y ait une philosophie. Tout sans ça, c'est un truc de plus avec 2 roues et un moteur, et on n'en a pas forcément besoin. Et en fait, ça vient particulièrement du fait que
La moto, c'est très important pour moi, c'est très sentimental. Je suis un motard, j'ai toujours été sur des roues. Pour moi, c'est un moyen important de liberté, de m'évader. Depuis que je suis petit, je bricole des Solex, des mobylettes dans le coin de la cave. Donc, quand on m'a demandé de faire une moto, évidemment, c'était le plus beau jour de ma vie. Et c'est là où ça m'a forcé un petit peu à regarder ce qu'était devenu la moto. Et c'est là où je me suis aperçu que la moto avait totalement perdu son âme. Comme dans la plupart de ses créations, c'est en partant d'une critique de ce qu'il voyait autour de lui que Stark a conçu l'Aprilia 650. La moto, comme l'homme, se veut étonnante, hors norme. Comme une chaise normale. Bon, donc ça veut dire qu'on peut garder ça? Non, il faut le reculer, juste cette épaisseur-là. J'ai rien compris, mais je suis obligé de lui faire confiance. Cette originalité de Stark, elle ressort principalement dans le fait que ce touche-à-tout est capable de s'intéresser autant à une chaise en paille qu'à une simple brosse à dents ou à un immeuble de 10 étages à New York. La démarche est inhabituelle dans ce milieu où chaque créateur est très spécialisé. Stark veut au contraire jeter son regard et son talent sur tout ce qui l'entoure. Est-ce que c'est ce qu'on voit là? Tu es sûr de ça? La créativité est une forme de maladie mentale. Est une forme de maladie mentale dont je suis une victime à peu près heureuse. Heureuse, mais laborieuse. C'est quelque chose qui... Toute la journée, toute la nuit, chaque minute, jamais une minute pour s'amuser ou penser autre chose, toujours un projet dans la tête. C'est un sacré truc. Quand on en finit un, on pourrait se dire, comme un acteur après qu'il ait fini un film, bon allez, ça y est, j'ai 3 mois de vacances. Dès qu'il y en a un qui est fini, à la seconde, clanc, clanc, il faut repartir sur un autre. Et en plus, c'est une drogue, évidemment. La moto vous sera présentée la semaine prochaine dans Turbo. Si le design en est intéressant, l'ensemble ne semble pas, lui, être une parfaite réussite. Et puis la griffe d'un designer, ça se paye. L'Aprilia 650 est vendue entre 5 et 10 000 francs plus cher que certaines de ses concurrentes. Reste que Philippe Stark ne s'arrêtera pas à ce seul modèle. Il prépare pour la marque une machine de 1000 cm3. Et parmi ses projets plus lointains, on trouve le design d'une automobile. Vu la position de Stark sur ce problème, il sera intéressant d'en voir le résultat. L'automobile n'est ni une source de plaisir, maintenant, elles sont toutes pareilles, n'ont aucun intérêt, ni une source de service, puisque c'est embouteillé partout et on transporte plein de vide autour de soi. Il est urgent, à mon avis, pour survivre, de réinventer ça. La semaine prochaine, comme toutes les semaines d'ailleurs, pour finir Turbo, 3 reportages soumis à votre vote. Un seul, bien entendu, élu pour terminer l'émission. Alors, un coup d'œil sur un métier de l'automobile, celui d'expert sur les ventes aux enchères. Une moto de légende, flashback sur la Kawasaki série H1, la moto des 200 à l'heure, ou alors la Mercedes 600 SEL. Vous avez toute la semaine pour vous décider par Minitel ou par courrier. Pour mon coup de cœur, la semaine prochaine, eh bien, les premiers tours de roue d'une voiture qui nous avait fait flasher quand on l'avait vue au stade de la finition dans son atelier, le speeder Renault. Nous laisserons sur le circuit de Nogaro. Et puis, l'enquête nous emmènera sur l'île de Man pour une quinzaine de folies consacrées à la moto, le Tourist Trophy. Un essai coup de canon, la Porsche 911 Turbo. Et puis, nous nous rendrons en Italie, dans l'usine Aprilia, à l'occasion de la sortie de la moto de Philippe Stark, l'Aprilia 6,5. En attendant donc, très bonne semaine à toutes et à tous, et puis un bon dimanche. Au revoir et au week-end prochain.